Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un cours sur le placenta et les membranes amniotiques. Alors comme vous le savez, le placenta et les membranes amniotiques constituent des annexes d'abord embryonnaires et par la suite fœtales. Et l'annexe, c'est toute structure qui est extra-embryonnaire mais qui est dérivée du zygote, c'est-à-dire de l'ovocyte fécondé. Il faut savoir qu'il existe des annexes transitoires qui vont disparaître au cours de l'évolution de l'œuf, à savoir l'allantoïde qui va participer à la formation de certains organes qu'on verra ensemble, le cellome extra-embryonnaire qui va aussi disparaître, notamment lorsque la cavité amniotique va s'agrandir et prendre tout, presque tout le volume avec l'embryon de la cavité utérine. D'autres annexes dont la structure va évoluer au cours du temps, telle la vésicule vitelline qu'on verra aussi et qui va donner en partie le tube digestif primitif. Et il y a des annexes qui accompagneront le fœtus jusqu'à l'accouchement. Donc, on a le placenta avec les membranes amniotiques qui vont envelopper la cavité amniotique et le cordon ombilical. Alors, ces trois structures, on va les étudier ensemble aujourd'hui. Il faut donc savoir que le placenta constitue l'interface entre la mère et l'embryon, dans un premier temps, par la suite, le fœtus. Il va assurer les échanges, à savoir la respiration, la nutrition, l'élimination de déchets, et toute lésion placentaire va retentir directement sur le développement fœtal. Parfois, elle peut même causer des morts fœtales in utero. Donc c'est très important d'étudier le placenta, de connaître sa structure normale, afin de détecter les anomalies qui pourraient un petit peu compromettre la croissance, l'évolution de l'embryon. Les membranes et la cavité amniotique jouent un rôle très important dans la protection à la fois mécanique et chimique de l'embryon. Donc les objectifs de ce cours, c'est d'abord connaître les caractéristiques, la structure et les principales fonctions du placenta, comprendre ensuite le processus de formation du placenta, donc les villosités placentaires, parce que les villosités sont les unités histologiques élémentaires qui forment le placenta, décrire les composants de la barrière placentaire, donc l'interface ou la barrière à travers laquelle se feront les échanges dont on vient de parler, entre la mère et l'embryon ou le fœtus, de décrire également les composants du cordon ombilical et enfin d'énumérer les constituants de la cavité amniotique. Donc après ces généralités, on va parler un petit peu du placenta. Donc on va étudier ses caractéristiques, sa morphogénèse, c'est-à-dire comment il va se former, son évolution anatomique, sa structure, comment il va croître, sa maturation et ses fonctions. Avant de parler des membranes amniotiques, du cordon ombilical et de la cavité amniotique, et vers la fin, on va étudier un petit peu ou essayer de connaître l'évolution de ces annexes. Alors, première caractéristique du placenta humain, c'est qu'il est villeux, c'est-à-dire qu'il est constitué de villosités. Et les villosités, ce sont les unités histologiques élémentaires, on va les voir tout de suite. Il est hémochoréal, donc hémo c'est en rapport avec le sang, choréal c'est en rapport avec le placenta. Ça veut dire que le placenta est en contact direct avec le sang maternel et ceci par l'intermédiaire du trophoblaste, notamment du syncytio-trophoblaste qui va constituer, si vous voulez, le revêtement le plus externe au niveau de la villosité placentaire. Troisième caractéristique, c'est que c'est une structure qui est déciduale, ça veut dire qui va tomber vers la fin de la grossesse. Donc l'expulsion du placenta va se faire à la fin de la grossesse et va entraîner avec elle la chute des caducs. Donc caduc,
c'est la partie de l'endomètre qui a subi des modifications en préparation à l'anidation et à la grossesse. Et cette partie de l'endomètre, qui est notamment la partie superficielle, va aussi tomber lors de ce qu'on appelle la délivrance, c'est-à-dire juste après l'accouchement. Donc tout ce qui est décidual, ça tombe. Il est discoïde, donc ça vient du mot disque, donc il a la forme d'un disque circulaire, et il est pseudo-cotylédoné, donc on va comprendre cet aspect pseudo-cotylédoné lorsqu'on étudiera la répartition ou l'organisation du parenchyme placentaire en cotylédons, et on verra c'est quoi ces cotylédons-là, et pseudo parce qu'il n'est pas totalement cotylédoné, mais il est en fait réparti en amas, en petits amas appelés cotylédons, par des cloisons qui sont partielles et qui proviennent de la caduque ou de l'endomètre maternel. Donc on va voir ça plus clairement sur des schémas et on va revenir à ces différentes caractéristiques du placenta humain. Alors pour la morphogénèse du placenta, c'est-à-dire comment se forme le placenta, donc il est bien sûr formé à partir du trophoblaste et ce trophoblaste constitue le premier tissu qui se différencie dans l'œuf en période pré-implantatoire, c'est-à-dire au stade de blastocyste. On a ici le bouton embryonnaire ou la masse cellulaire interne qui est constituée de blastomères centraux qui sont plus grands, et vous avez les cellules ou les blastomères périphériques qui sont toutes petites par rapport aux premières et qui vont être à l'origine de ce trophoblaste. Donc là, c'est le blastocèle, c'est la cavité qui a été creusée dans l'œuf à ce stade-là. Et donc, ce trophoblaste qui est originaire de ces cellules petites périphériques va être à l'origine du placenta. Alors toujours pendant cette période pré-implantatoire, on voit notre blastocyste avec sa masse cellulaire interne ou son bouton embryonnaire, le trophoblaste ou la couronne trophoblastique qu'on voit à ce niveau-là et qui commence déjà au contact de l'endomètre à se différencier en deux types de tissus trophoblastiques. Donc on va le voir rapidement. Donc grâce à des propriétés qui sont particulières au trophoblaste, l'œuf ou le blastocyste va s'introduire petit à petit à travers le revêtement endométrial de surface jusqu'à s'implanter ou jusqu'à être logé complètement au sein du chorion endométrial. Alors, au cours de l'implantation, le tissu trophoblastique va se différencier en cytotrophoblastes, c'est ce que vous voyez ici en vert foncé. Donc c'est des cellules avec leur membrane cytoplasmique où on voit très bien les noyaux et les limites, les cadres cytoplasmiques bien nets. Et c'est la couche la plus interne, une couche de syncytiotrophoblaste, donc deuxième type tissulaire du trophoblaste, qui est schématisé ici en jaune et où on ne voit que des noyaux, on ne voit pas de cadre cytoplasmique ou de membrane cellulaire. Pourquoi? Parce qu'en se différenciant vers le syncytiotrophoblaste, les cellules trophoblastiques ont dû perdre leur membrane cytoplasmique en fusionnant entre elles. Alors par la suite, ce syncytiotrophoblaste va se creuser de cavités qu'on appellera lacune et il va garder cet aspect, si vous voulez, réticulé ou anastomotique. Alors, regardez, on parle ici du caractère interstitiel de l'anidation. Donc après l'implantation complète, on voit que l'épithélium de surface tend à se refermer, à rétablir sa continuité. Et l'œuf, il est complètement internalisé au sein du chorion endométrial. Alors le trophoblaste, avec ses deux
type de tissu, le syncytio qui est périphérique et où on ne voit plutôt que des noyaux. Donc c'est là l'architecture syncytiale parce que les cellules trophoblastiques ont fusionné entre elles, ont perdu leur cadre cytoplasmique qu'on ne voit pas ici. Et en interne, on voit très bien la couche cytotrophoblastique où les cellules gardent toujours leur membrane cytoplasmique et on voit aussi leur noyau. Donc le cytotrophoblast, entouré du syncytio-trophoblaste, constitue le trophoblaste qui est complètement circonférentiel ou qui entoure complètement l'œuf. Il est donc sphérique. Alors maintenant, comment se forment les villosités placentaires? Les villosités placentaires vont commencer à se former à partir de J11, J13 du développement embryonnaire. Comment? Par la pénétration du cytotrophoblast que vous voyez là en vert foncé dans les travées du syncytiotrophoblaste qui est en jaune. Donc là, ce sont les cavités qui ont été creusées au niveau du syncytiotrophoblaste. Et pendant cette période-là, le trophoblaste va éroder les capillaires superficiels de l'endomètre. Donc, déjà la villosité elle est située au sein de l'endomètre, donc dans l'épaisseur du chorion endométrial. Donc, les vaisseaux superficiels de cet endomètre vont être érodés et ils vont s'ouvrir dans des lacunes, dans les lacunes, ces lacunes-là, aux cavités qui sont creusées dans l'épaisseur du syncytiotrophoblaste. Et on parle de la caractéristique de placenta hémocoriale. Donc je vous ai dit que hémo c'est en rapport avec le sang, donc c'est du sang maternel, et corial c'est en rapport avec les villosités placentaires. Et vous voyez très bien que la villosité placentaire primaire est constituée d'un axe cytotrophoblastique revêtu par du syncytiotrophoblaste. Donc ces villosités-là, ce sont elles qui vont se développer ou évoluer en villosité secondaire et en villosité tertiaire. Alors, toujours, villosité primaire, schématiquement, vous voyez que l'axe est formé de cytotrophoblastes, bordé par le syncytiotrophoblaste. Cette structure-là, schématiquement agrandie, correspond à ce qu'on voit ici. Vous avez le trophoblaste qui est rond ou sphérique, avec ses deux couches, sa couche cytotrophoblastique et sa couche syncytiotrophoblastique. On voit très bien notre villosité primaire. Et là, vous avez l'embryon avec le mésenchyme extra-embryonnaire, la cavité amniotique, le lycytocèle et le disque didermique embryonnaire. Donc, pour la formation de la villosité secondaire, ça se fait à J16, J18. C'est en fait quand le mésenchyme extra-embryonnaire, qu'on vient de voir sur le schéma, va pénétrer dans l'axe cytotrophoblastique de la villosité primaire. Alors ici, pour la villosité secondaire, regardez sur ce schéma-là, on a ici des villosités secondaires. Regardez, elles sont formées d'un axe qui est mésenchymateux, qui provient du mésenchyme extra-embryonnaire. Donc là, c'est la splanchnopleure extra-embryonnaire, là, c'est la somatopleure extra-embryonnaire, là, c'est le cellum externe, donc là, c'est la lame coriale, et là, c'est le pédicule de fixation. Donc voilà, l'axe de cette villosité est formé par ce mésenchyme extra-embryonnaire, bordé directement par le cytotrophoblaste en marron et par la suite le syncytiotrophoblaste. Donc si vous agrandissez, vous allez avoir cet axe qui est mésenchymateux, là c'est le cytotrophoblaste et là c'est le syncytiotrophoblaste. Donc entre les villosités, vous avez la chambre intervilleuse où il y aura du sang maternel. Donc en même temps, les troncs villositaires, donc ces villosités vont s'allonger et ils vont s'arboriser. Le tronc primaire va donner des troncs secondaires. Alors,
Ensuite, après le stade de la villosité secondaire, il y a la villosité tertiaire à J8, J21. Qu'est-ce qui va se passer pour cette villosité tertiaire? En fait, c'est la villosité définitive qui est constituée toujours par un axe mésenchymateux, mais cette fois-ci, cet axe mésenchymateux va contenir la circulation embryonnaire puis la circulation fœtale. Donc les capillaires que vous voyez ici, dans ce mésenchyme extra-embryonnaire qui constitue l'axe de cette villosité, ils sont d'origine fœtale. Bien sûr, ce mésenchyme est revêtu toujours par le cytotrophoblast et il est revêtu en périphérie par le syncytio-trophoblaste. Donc la structure histologique élémentaire du placenta est représentée par cette villosité tertiaire et qui va garder c'est-à-dire la même organisation jusqu'à la fin de la grossesse. Et c'est à son niveau qu'on va étudier ce qu'on appelle la barrière placentaire, c'est-à-dire la barrière tissulaire qui existe entre le sang d'origine maternelle au niveau des lacunes syncytiales et le sang d'origine fœtale au niveau des capillaires fœtaux, au niveau de l'axe villositaire. Donc, cette barrière placentaire, je vous ai dit que c'est l'ensemble de tissus qui vont séparer le sang maternel au niveau de la chambre intervilleuse du sang fœtal situé dans les capillaires fœtaux de la circulation embryonnaire ou fœtale de l'axe villositaire. Et sur cette image histologique, ça correspond à ça. Voilà. Ça permet les échanges entre ces deux circulations, maternelle et fœtale. Et si on part du syncytiotrophoblaste, c'est-à-dire du versant maternel, vous aurez le syncytiotrophoblaste, le cytotrophoblast, la membrane basale du cytotrophoblast, le mésenchyme extra-embryonnaire, la membrane basale du capillaire fœtal et les cellules endothéliales du capillaire fœtal. Donc, même si cette barrière est déjà constituée au niveau de notre villosité tertiaire ou définitive, les échanges embryo-maternels sont minimes. Alors ici, schématiquement, on a au niveau de la villosité tertiaire l'axe mésenchymateux qui comporte la circulation fœtale. Et là, vous avez une branche de la veine ombilicale et là, une branche de l'artère ombilicale avec des anastomoses ou des capillaires entre les deux branches, donc qui constituent les capillaires fœtaux. Et là, vous avez au niveau de la chambre intervilleuse une branche de l'artère maternelle et une branche de la veine maternelle. Donc le sang qui est riche normalement en oxygène et qui provient de la branche de l'artère maternelle, il va passer à travers cette barrière dont on vient de citer les constituants vers la branche de la veine ombilicale pour être acheminé vers les vaisseaux qu'on va voir tout à l'heure ombilicaux. Et bien sûr vers l'embryon et le fœtus, et après que ce dernier aura utilisé l'oxygène et les nutriments nécessaires à son développement, il va rejeter tout ce qui est déchets, tout ce qui est CO2 dans la circulation artérielle ombilicale, ce qui va être acheminé vers les capillaires fœtaux par la branche de l'artère ombilicale, donc une branche de l'artère ombilicale, et à travers la barrière placentaire vers les branches de la veine maternelle pour que ça soit épuré et c'est-à-dire enrichi une deuxième fois en oxygène et en nutriments au niveau du placenta. Donc, pour récapituler, vous avez la formation de la villosité primaire vers J11, J13, secondaire vers J16, J18 et tertiaire vers J18, J21.
Alors la villosité tertiaire, qui est la villosité définitive, est capable d'assurer les échanges entre l'embryon et le sang maternel. Donc au début, ce sont des échanges qui sont minimes, mais on va voir qu'avec la maturation placentaire, il y aura des échanges qui vont se faire de façon plus importante. Alors, ensuite, les troncs villositaires vont se former, et ceci à partir de J21. Si vous vous rappelez, déjà au stade de la villosité secondaire, il y a eu formation des troncs villositaires secondaires. Et maintenant, à partir du stade de la villosité tertiaire, on aura la formation des troncs de 3e et de 4e ordre. Au début, ces troncs-là vont rester ancrés et c'est-à-dire ils vont adhérer à la caduque utérine, c'est-à-dire la partie superficielle de l'endomètre qui va subir les modifications nécessaires à la nidation et au maintien de la grossesse. Donc ces troncs, on va les appeler les villosités crampons. Donc, ils permettent l'ancrage du placenta au niveau de l'utérus et précisément au niveau de la caduque endométriale utérine. Puis, ces villosités crampons qui permettent l'attache du placenta par rapport à l'utérus vont bourgeonner, regardez, en bouquet pour former des villosités libres. Et ce sont ces villosités libres qui vont assurer l'essentiel des échanges maternaux-fœtaux. Voilà, sur ce schéma-là, on voit très bien les villosités, ou là, les troncs villositaires primaires, secondaires, 3e et 4e ordre, qui, dans un premier temps, vont s'ancrer au niveau de la caduque utérine pour permettre la fixation ou l'attachement du placenta à l'utérus. Donc, tout ça, c'est le placenta. Donc, on est vraiment ici dans l'épaisseur placentaire. Ici, c'est la partie fœtale ou la partie choriale avec le mésenchyme à ce niveau-là extra-embryonnaire, les capillaires fœtaux. Et là, c'est la partie si vous voulez, maternelle avec la caduque endométriale. Bien sûr, entre les villosités, on retrouve la chambre intervilleuse où baigne le sang maternel. Regardez que ces villosités ou ces troncs villositaires qui sont appelés villosités crampons vont bourgeonner pour former des bouquets. Regardez. Et ces bourgeonnements distaux, on les appelle les villosités libres ou villosités distales ou villosités terminales. C'est à leur niveau qu'on aura le maximum d'échanges maternaux-fœtaux. Voilà, toujours sur ce schéma, vous avez ici la plaque choriale, versant fœtal du placenta, et là la plaque basale, versant maternel du placenta. Donc vous avez les villosités ou les troncs villositaires, donc les villosités crampons qui ancrent le placenta au niveau de l'utérus, et vous avez les villosités libres qui bourgeonnent en bouquet à partir des troncs villositaires. Alors, chacun de ces bouquets va correspondre à l'ensemble des villosités nées à partir d'un tronc de premier ordre. C'est le lobule fœtal. Et le lobule fœtal correspond à l'unité fonctionnelle du placenta. Et à la fin du premier mois, on va se retrouver avec des centaines de lobules autour de l'œuf, c'est-à-dire sur toute sa circonférence. On va parler de chorion villeux ou chevelu. Voilà. Alors, sur ces images ou ces photos, on voit très bien un œuf fermé, donc AJ35, et on voit cet aspect qui est un petit peu touffu, si vous voulez, ou chevelu à l'extérieur. Quand on ouvre, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre embryon au centre de sa cavité amniotique. Vous voyez très bien ici son pédicule de fixation avec le cordon ombilical qui le rattache au placenta. Alors, et ce qui l'entoure, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire
creuset du cellum externe. Tout ce que vous voyez, ce qui est autour, c'est le trophoblaste, bien sûr, qui est formé des deux tissus cytotrophoblastiques internes et syncytiaux externes qu'on n'arrive pas, bien sûr, à individualiser à ce niveau-là. Et le plus important, c'est que ce trophoblaste s'implante sur toute la circonférence de l'œuf. Donc, c'est un chorion qui est chevelu, touffu et qui fait le tour de l'œuf. Alors pour la formation des caducs, on a déjà parlé de la caduque utérine. C'est la partie ou la couche superficielle de l'endomètre qui va subir des modifications sous l'effet d'hormones en préparation et en préparation à la grossesse, à la nidation et pendant l'évolution de la grossesse. Et c'est cette partie endométriale qui va aussi tomber ou chuter avec la chute du placenta. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle caduc. Donc, caduc ou décidu, c'est séparé ou c'est réparti en trois. Vous avez le numéro 1 qui correspond à la caduc basale ou basilaire au niveau de la zone d'implantation. Caduc réfléchi ou ovulaire qui est reformé au-dessus de l'œuf et caduc pariétal qui tapisse ou qui est là en train de revêtir la cavité utérine ailleurs. Alors, le placenta, comment va-t-il évoluer sur le plan anatomique? À partir du 3e mois, il y aura une régression des villosités en regard de la caduque réfléchie. On va donc parler de chorion lisse et avasculaire en dehors de la zone d'implantation. C'est-à-dire que au niveau de la zone de l'implantation, il y aura le placenta qui va rester chevelu et riche en villosité face à la caduque basilaire. La croissance de l'œuf va faire en sorte que les caducs réfléchis et pariétales vont fusionner et ce qui va faire disparaître le reste de la cavité utérine. Donc la cavité amniotique va rester la seule cavité intra-utérine. Toutes les structures qui vont être situées entre la cavité amniotique et l'endomètre constitueront les membranes. C'est ce qu'on voit concrètement sur ce schéma. Vous avez ce chorion lisse qui est en regard de la caduque réfléchie ou ovulaire, alors qu'au contact de la caduque basilaire, on a un aspect qui est touffu et chevelu et qui est dû à cette croissance continue du placenta. Alors ici, à la fin du 4e mois, on a un œuf fermé et on note que cet aspect qui est chevelu, il ne recouvre pas la totalité de la surface de l'œuf. On voit très bien qu'à ce niveau-là, c'est lisse alors que c'est chevelu et c'est touffu à ce niveau-là. Donc, quand on ouvre notre œuf ou notre sac gestationnel à ce niveau-là, regardez, qu'est-ce qu'on voit? On a l'embryon et voilà cet aspect qui est lisse, qui était en train de recouvrir notre embryon. On l'a replacé de ce côté-là. On voit très bien que ce sont les membranes amniotiques. C'est lisse, ça correspond au chorion lisse. Alors que de l'autre côté, du côté opposé, vous avez cet aspect qui est chevelu et qui est vileux, qui correspond bel et bien au placenta. On voit très bien le cordon ombilical qui émane de la face choriale du placenta vers l'embryon. Donc toujours dans l'évolution anatomique du placenta, on a la formation des septa et des cotylédons maternels. Alors les septa qui apparaissent vers le 4e mois de grossesse correspondent à des replis de la caduque basilaire qui n'atteignent pas la plaque choriale. Donc vous avez là l'épaisseur du placenta. Donc là, en orange, les caduques. Là, c'est la caduque basilaire. C'est elle qui va émettre ces replis ou ces cloisons qui n'atteignent pas la plaque choriale, c'est-à-dire le versant fœtal du placenta. Donc le reste de cette caduque
correspond au caduc fusionné, la réfléchie avec la pariétale. Donc on voit très bien que ce cloisonnement de la chambre intervilleuse placentaire n'est pas complet, c'est-à-dire que ces replis-là, regardez, s'arrêtent à ce niveau-là, répartissant ainsi la chambre intervilleuse en cotylédons, qui sont ces compartiments-là. Et chaque cotylédon correspond en fait à un ensemble de lobules fœtaux qu'on vient de voir. Alors pour la structure du placenta, le placenta a la forme d'une galette qui est reliée latéralement aux membranes amniotiques, deux plaques séparées par la chambre intervilleuse qui contient les villosités. Donc la chambre intervilleuse, c'est l'épaisseur placentaire qui contient les villosités, et de part et d'autre de cette chambre intervilleuse, on a vers le versant fœtale la plaque choriale, et vers le versant maternel, on a la plaque basale. Alors la plaque choriale, elle va s'interposer entre cette chambre intervilleuse et bien sûr la cavité amniotique. Elle va être limitée par l'amnios et va contenir les gros vaisseaux chorioallantoïdiens dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Elle est tapissée du côté de la chambre intervilleuse par le trophoblaste. Donc la plaque basale, quant à elle, elle se situe entre la chambre intervilleuse et l'endomètre. Elle est constituée du trophoblaste qui est plus ou moins dégénératif et de la caduque basale. Donc cette plaque basale, et principalement la caduque basale, va émettre des septa ou des cloisons qui vont délimiter partiellement les compartiments dont on vient de parler et qui s'appellent les cotylédons, et d'où l'appellation ou la caractéristique du placenta pseudo-cotylédoné. Pseudo, il n'est pas totalement réparti en cotylédons, c'est-à-dire les septa n'arrivent pas jusqu'à la plaque choriale comme ce qu'on vient de voir au niveau du schéma précédent. Donc toujours pour la structure du placenta, là on a des images macroscopiques, on voit très bien la face fœtale du placenta qui correspond à la plaque choriale et d'où va émerger le cordon ombilical. Donc cette plaque choriale est tapissée bien sûr par l'amnios qui laisse voir juste au-dessous les vaisseaux chorioallantoïdiens qui vont se continuer avec les vaisseaux ombilicaux. Et bien sûr, ces vaisseaux-là vont siéger au sein du mésenchyme extra-embryonnaire. Juste au-dessous du mésenchyme, on va se retrouver avec le chorion fait par du cyto et du syncytio-trophoblaste. Pour la face maternelle, vous voyez, quand on a tourné notre placenta, on est devant la plaque basale, et cette plaque basale, elle est faite en fait de la caduque basilaire, donc la partie superficielle de l'endomètre au contact de la zone d'implantation. Et après la caduque, donc en se dirigeant vers l'épaisseur du placenta, vous aurez du trophoblaste qui est plus ou moins dégénératif et qui est fait du cyto et du syncytio-trophoblaste. Alors toujours en macroscopie, on voit très bien ici la face maternelle qui correspond à la plaque basale. Elle est compartimentée en cotylédons, donc voilà, plusieurs compartiments qu'on appelle cotylédons et qui chaque cotylédon correspond à un ensemble de lobules fœtaux. Pour la face fœtale qui correspond à la plaque choriale, on voit très bien l'insertion ici du cordon ombilical à son niveau. Et les vaisseaux du cordon ombilical, on voit qu'ils se continuent avec les vaisseaux chorioallantoïdiens, voilà, qu'on arrive à voir très bien juste en dessous de l'amnios qui tapisse cette face. Alors ici, c'est lorsqu'on a coupé notre placenta, on voit des tranches de section montrant ce parenchyme placentaire, et regardez ces replis ou ces septa, donc ces replis qui sont partiels de la caduque basale qui n'arrivent pas jusqu'à la plaque
choriales et qui répartissent notre parenchyme placentaire qui est fait de la chambre intervilleuse comportant les villosités placentaires, donc il a réparti en cotylédons. Donc le cotylédon, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce compartiment qui est en fait constitué par plusieurs lobules fœtaux. Donc là, c'est la plaque choriale. On voit très bien dans son épaisseur les vaisseaux chorio-allantoïdiens, donc que ce soit sur ces tranches ou sur celles-là. Donc ces vaisseaux-là vont se continuer avec les vaisseaux bien sûr ombilicaux et cette plaque est tapissée par l'amnios. Donc ce placenta, bien sûr, doit croître et doit devenir mature pour subvenir aux besoins de l'embryon dans un premier temps et du fœtus par la suite pour assurer un bon développement fœtal. Donc lorsqu'on parle de la croissance, automatiquement c'est la multiplication, c'est l'augmentation de la densité des villosités libres, donc des villosités qui vont assurer le maximum des échanges maternaux fœtaux. Ça va conférer au placenta une consistance ferme et les mécanismes qui permettent cette croissance ne sont pas bien connus. Alors que lorsque vous parlez de la maturation placentaire, donc on fait directement allusion à la barrière placentaire. Donc cette barrière placentaire qui correspond, comme on l'a vu déjà, à l'ensemble de tissus situés entre le compartiment vasculaire capillaire et le fœtal et le compartiment vasculaire maternel. Donc cette barrière va tendre à réduire de son épaisseur pour justement optimiser ces échanges maternaux-fœtaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer au cours du premier trimestre? Vous avez là une villosité tertiaire parce que vous avez un axe qui est mésenchymateux et qui est vascularisé. Il est le siège de capillaires fœtaux. Vous avez ici le cytotrophoblast en périphérie qui repose sur sa membrane basale et en extrême périphérie, vous avez votre syncytiotrophoblast. Bien sûr, c'est un schéma qui montre une tranche de section villositaire. Après le premier trimestre, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, une réduction justement de la barrière placentaire, cet ensemble de tissus siégeant entre le compartiment vasculaire maternel et le compartiment vasculaire fœtal. Et à terme, voilà, vraiment, on voit une nette diminution de l'épaisseur de cette barrière placentaire avec augmentation du nombre de capillaires fœtaux qui deviennent extrêmement marginaux au contact direct du trophoblaste. Donc pour les fonctions du placenta, il faut savoir que ce placenta va assurer la respiration de l'embryon dans un premier temps et par la suite du fœtus, sa nutrition, l'élimination de ses déchets et aussi il va assurer de la sécrétion hormonale. Donc pour la respiration, l'embryon pour croître aura besoin d'oxygène, donc il va prendre cet oxygène du placenta où il va rejeter le CO2. Bien sûr, ces gaz vont traverser la barrière placentaire par phénomène de diffusion. Quant à la nutrition, il faut savoir que les électrolytes vont suivre les mouvements de l'eau. Le calcium, il aura un transport ATP dépendant. Pour le glucose, sa diffusion sera facilitée par ses transporteurs. Pour les protéines et les lipides, elles seront décomposées respectivement en acides aminés et en acides gras au niveau de la barrière. Ensuite, ces acides aminés et acides gras vont être reconstitués selon le besoin de l'embryon et du fœtus. Il faut aussi noter que toutes les vitamines peuvent franchir la barrière placentaire, sauf la vitamine K. Et on sait que la vitamine K joue un rôle très important dans la coagulation. Donc, d'où l'intérêt de l'administrer chez le nouveau-né pour prévenir le risque hémorragique du nouveau-né.
La circulation placentaire, on a déjà vu ce schéma qui montre la circulation fœtale au niveau de l'axe de la villosité placentaire et la circulation maternelle au niveau de la chambre intervilleuse. Donc ce qui est rouge, c'est la branche de l'artère maternelle, ce qui est bleu, c'est la branche de la veine maternelle. Ce qui est bleu au niveau de l'axe de la villosité, c'est la branche de l'artère ombilicale. Ce qui est rouge, c'est la branche de la veine ombilicale, parce que la veine ombilicale va recevoir les nutriments, l'oxygène à partir de la branche de l'artère maternelle, et la branche de l'artère ombilicale va éliminer à travers la barrière placentaire dans la branche de la veine maternelle les déchets et le CO2 dont le fœtus doit être libéré. Le placenta joue aussi le rôle d'une glande endocrine qui va synthétiser un nombre très important d'hormones. Donc, entre autres, il y a les hormones peptidiques et les hormones stéroïdes. Donc, les hormones peptidiques, principalement, il y a l'HCG, qui est l'hormone chorionique gonadotrophique. Et cette hormone-là va jouer un rôle dans le maintien du corps jaune gestatif pendant les 3 premiers mois de la grossesse. C'est quoi ce corps jaune gestatif? C'est en fait ce qui reste du follicule ovarien après ovulation et fécondation, donc lors du cycle maternel, du cycle menstruel maternel. Et donc, ce qui reste de ce follicule ovarien va assurer la synthèse des hormones qui vont bien sûr appuyer la nidation et assurer le développement initial de l'œuf et de l'embryon. Donc cette hormone va aussi jouer un rôle très important dans la différenciation du cytotrophoblast en syncytiotrophoblaste, et c'est un marqueur biologique, si vous voulez, précoce de la grossesse. Donc si on le dose en cas de retard de règles et on trouve qu'il est positif, il y a donc une grossesse. Il y a aussi l'hormone chorionique somatomamotrophique, l'HCS, qui va jouer un rôle dans la préparation des glandes mammaires pour que la maman puisse assurer par la suite l'allaitement maternel, et un rôle aussi dans la croissance fœtale. Pour ce qui est des hormones stéroïdes, c'est essentiellement pour le maintien de la grossesse, les œstrogènes et la progestérone. Il faut savoir que la progestérone a un rôle très important dans le maintien au repos du myomètre, et le myomètre, c'est le muscle utérin. Voilà, bien sûr, en cas de grossesse, s'il y a des contractions de ce muscle-là, il y aura une perte de cette grossesse. Donc la progestérone, ça va maintenir le myomètre au repos. Alors maintenant, après avoir parlé du placenta, ses caractéristiques, comment il se forme, comment il évolue sur le plan anatomique, sa structure et ses fonctions, on va passer aux membranes amniotiques qui sont formées en fait de chorion lisse. Vous vous rappelez du chorion lisse qu'on retrouve au contact de l'aqueduc réfléchi. On a dit que l'aqueduc réfléchi, qui est l'aqueduc ovulaire, avec l'évolution de la grossesse, elle va fusionner avec l'aqueduc pariétal. Donc, les membranes, en dehors bien sûr du placenta, ils vont envelopper la cavité amniotique et ils vont être formés de ce chorion lisse et des caducs fusionnés, réfléchis et pariétal. Donc ces membranes sont revêtues par des amnioblastes. Elles sont formées entre la 16e et la 20e semaine, c'est-à-dire vers le 4e mois. Alors ce qu'on voit ici, c'est le placenta avec sa face maternelle ou plaque basale à ce niveau-là. Donc on voit les cotylédons. On voit ici la plaque choriale, c'est-à-dire au niveau de la face fœtale, le cordon ombilical, et tout ça, c'est la cavité amniotique qui contenait le fœtus. Donc là, bien sûr, ce sont les membranes amniotiques. Elles sont bel et bien tapissées par des amnioblastes et elles sont formées de chorion lisse, fait du cyto et du syncytiotrophoblaste.
reposant sur les deux caducs fusionnés, réfléchis ou ovulaires, fusionnés avec la caduc pariétale. Donc le cordon ombilical, quant à lui, il va naître à partir de ce pédicule de fixation. Donc ce pédicule de fixation, c'est ce mésenchyme qui rattache l'embryon à la couronne trophoblastique et principalement à la zone d'implantation du placenta. Donc ce pédicule de fixation représente la première ébauche du cordon ombilical qui se met en place vers le 15e jour. Et sa topographie, c'est entre le toit de la cavité amniotique, qu'on voit très bien ici, et le cytotrophoblast, qu'on voit ici schématisé en marron. Donc, au cours de la 3e semaine, regardez notre pédicule de fixation avec l'allantoïde qui constitue cette ébauche du cordon ombilical et sa topographie, c'est au niveau de la région postérieure de l'embryon. Voilà l'ébauche du cordon ombilical toujours à ce niveau-là. Elle comporte l'intestin primitif. Voilà, donc vous avez l'intestin primitif qu'on développera, Inch'Allah, l'année prochaine. Vous avez le canal vitellin qui relie cet intestin primitif à la vésicule ombilicale et bien sûr cette vésicule ombilicale à ce niveau-là. Il y a aussi l'allantoïde. Il y a bien sûr les vaisseaux ombilicaux, donc avec les deux artères et la veine ombilicale, qui baignent dans la gelée de Wharton. Et ce cordon ombilical va être tapissé par l'amnios vers la fin de la 4e semaine. Donc voilà, ici votre cordon, ébauche de cordon ombilical, c'est ce qu'on encercle à ce niveau-là. Voilà, et son revêtement amnioblastique va se continuer avec le revêtement des membranes amniotiques et de la face coriale du placenta. Donc à partir de la 6e semaine, la vésicule ombilicale et l'allantoïde vont disparaître peu à peu. À terme, le cordon ombilical mesure 50 à 60 cm de long avec 2 cm de diamètre. Et notez qu'un cordon ombilical trop long ou trop court peut provoquer des complications lors de l'accouchement. Regardez par exemple ici, c'est un cordon ombilical qui est très lent et qui a réalisé ce qu'on appelle des circulaires. Donc on a ici 3 circulaires autour du cou. Il a engendré une souffrance fœtale avec une mort fœtale in utero. Voilà. Voilà le cordon ombilical, quand on le sectionne, on voit très bien qu'il comporte une veine ombilicale avec une lumière large et reconnaissable par rapport aux petites lumières des deux artères ombilicales. Voilà, la gelée de Wharton qui est d'origine mésenchymateuse. Et ce cordon ombilical est revêtu, ou là il est tapissé par l'amnios. Voilà, schématiquement, c'est ça. Vous avez les deux artères ombilicales, vous avez la gelée de Wharton, vous avez la veine ombilicale qui est unique et vous avez le revêtement amniotique ou amnioblastique en surface. Alors, ce cordon ombilical va jouer un rôle très important dans le transport du sang oxygéné par la grosse veine ombilicale du placenta vers l'embryon. Et bien sûr, il va, dans le sens inverse, transporter le sang veineux de l'embryon vers le placenta par les deux artères ombilicales. Alors, pour la cavité amniotique, c'est ce qu'on voit à ce niveau-là. Regardez, lorsqu'elle augmente de volume, elle va recouvrir tout l'embryon. Voilà, vers la fin du premier mois. Là, vous avez votre embryon avec en vert tout ce qui est endodermique, avec ici et en rouge tout ce qui est mésodermique et ce qui est ectodermique en bleu. Donc tout ça, c'est l'embryon. Et puis là, c'est la cavité amniotique.
Bien sûr, lorsqu'elle va augmenter de volume, ça va se faire aux dépens du cellum externe qui va pratiquement disparaître. Donc voilà, regardez la cavité amniotique qui subit un élargissement, une augmentation de son volume au fur et à mesure, ce qui va réduire dans un premier temps le cellum externe jusqu'à le faire disparaître. Et cette cavité cavité amniotique va rester la seule cavité intra-utérine après augmentation de son volume et disparition du cellum externe. Le liquide amniotique qui est contenu dans la cavité amniotique contient du liquide clair avec de l'eau et des sels minéraux, des substances organiques, des cellules fœtales et des cellules amniotiques. Bien sûr, son origine, ce sont les cellules amniotiques, le fœtus, les vaisseaux sanguins maternels de la caduque basilaire. Ses rôles, c'est l'hydratation du fœtus et sa protection contre les chocs mécaniques. Il se renouvelle toutes les 3 heures. Alors, quel est le devenir de ces annexes embryonnaires? Bien sûr, c'est la délivrance, c'est-à-dire une demi-heure après la naissance. L'utérus va éliminer ces annexes par clivage entre la caduque, qui est la couche superficielle de l'endomètre dont on a parlé, et l'endomètre profond sous forme d'un sac amniotique comportant le placenta et les membranes. Ensuite, le muscle utérin va se contracter de façon totale, ce qui va arrêter l'hémorragie. Donc, si cette contraction n'a pas lieu, il y a un risque, bien sûr, de l'hémorragie de la délivrance. Le placenta doit être vérifié par les sages-femmes à la salle d'accouchement et ces sages-femmes doivent contrôler la face fœtale avec son intégrité, c'est-à-dire la présence du cordon ombilical et des vaisseaux. Ils doivent aussi regarder la face maternelle et contrôler son intégrité, donc l'intégrité ou la présence de tous les cotylédons, parce que si jamais c'est déchiqueté, ça veut dire qu'il y a des restes placentaires au niveau de la cavité utérine, ce qui va causer encore de l'hémorragie. Voilà donc quelques références bibliographiques et je vous remercie.